Serge Joncourt, bonsoir. Alors, on Bonsoir. vous accueille ce soir pour votre dernier roman qui s'appelle Chien-loup, chez Flammarion, qui a été couronné du prix Landerneau. Alors, pour commencer dans ce livre, avant de revenir sur le titre, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord de dire que c'est une histoire de bascule, un livre où on bascule dans un autre monde. D'un côté, vous nous parlez de 14 et on sait, d'un point de vue même européen, que c'est une bascule vers la modernité. Rien ne sera plus pareil après cette Première Guerre mondiale. Et puis, il y a une autre histoire, plus intime, celle d'un couple qui décide de quitter la ville pour gagner, on peut dire, c'est même pas la campagne, c'est plutôt l'état sauvage. Et là aussi, c'est une bascule, puisqu'ils ne seront plus les mêmes après cette retraite, ces vacances, ces 3 semaines dans la forêt d'un lieu que vous avez inventé, Orsières. Est-ce que c'est une bascule pour vous? Une bascule. Non, bascule, j'ai toujours l'image de la bascule, le pèse-personne. C'est ce qui me préoccupe beaucoup. Oui, bah oui, enfin moi, ce que j'aime bien faire, effectivement, c'est que les personnages ne soient pas complètement les mêmes au début de l'histoire et à la fin. Et, l'histoire contemporaine, elle se passe sur 3 semaines. C'est ce mois d'août où il peut se passer des choses quand même. Enfin, en tout cas, le mois de... les 3 semaines de vacances. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on vit autre chose, on sort de son quotidien. Et eux, Franck et Lise, vont louer un gîte rural, comme ça se fait beaucoup. Sauf qu'ils vont trouver un gîte un peu excentrique. En tout cas, sans Wi-Fi. Et ça, c'est... Moi, j'observe sur les sites comme ça. Et ça fait partie des impératifs d'avoir la Wi-Fi, la machine à laver. Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est difficile de louer sa maison si on n'a pas de Wi-Fi. Bon, c'est la seule qui reste, parce qu'ils s'y prennent un peu tard. Et à partir de là, ils vont basculer dans le non connecté. Alors ça, c'est assez rare. Du coup, votre livre m'a fait réfléchir et je suis allée regarder que les zones qui sont hors des ondes électromagnétiques en France sont très très rares. Il y a une carte et je crois qu'on est à plus d'une couverture qui dépasse les 90%. Donc ça intéresse des gens qui ont cherché des endroits, parce qu'il y a des gens, peut-être que vous savez, qui sont allergiques aux ondes. Alors je me suis demandé si vous aviez réfléchi à ça et effectivement, donc ils vont dans un endroit où il n'y a pas de portable, le portable ne passe pas, donc ils sont déconnectés évidemment, pas de Wi-Fi. Et à eux deux, il y en a un qui réagit très favorablement à ça, qui est très, très heureuse. Elle est très heureuse, bizarrement, elle se reconnecte avec elle-même, là où on ne peut plus être connecté, alors que lui, c'est plus compliqué quand même pour lui. Le départ, c'est presque un sevrage d'une brutalité. Il devient fou quand même, presque. Alors, il a besoin de son smartphone, comme on dit, pour être joignable, parce que le smartphone, maintenant, c'est plus qu'un téléphone, c'est aussi les mails. On reçoit les mails, enfin, c'est un bureau, quoi. Et dans certains cas, ça peut être compliqué de se défaire, de déconnecter de tout ça. Ouais. Surtout qu'on est habitué maintenant à... Même si on n'est pas au bureau, on est quand même un peu au bureau, parce qu'on peut répondre à un mail, enfin, tout ça est quand même un peu fou. Avant, on était au bureau, on n'était pas au bureau. Aujourd'hui, on est un peu au bureau tout le temps. Enfin, il y a d'ailleurs des vrais problèmes pour les cadres qui ressentent une pression comme ça. Bon. Et lui, il est producteur de cinéma. C'est un métier, moi, qui m'intéresse parce que qui m'intéresse. J'en connais un peu, j'en ai fréquenté. Et c'est un métier un peu singulier, enfin déjà assez rare, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des gens quand même qui sont à la base bien souvent des projets de films. Et des films, on connaît les comédiens, on voit sur les affiches, on voit les réalisateurs, mais on ne connaît jamais les producteurs. Et ça, c'est une façon aussi de mettre en scène ce métier-là, qui est un métier de responsabilité et de gestion du stress. Voilà.
Le producteur, il gère le stress. En tout cas, il doit rassurer les comédiens, le banquier, l'investisseur, la chaîne de télé, enfin tout le monde, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à vivre avec la pression. Et là, il se retrouve dans cet univers déjà sans... C'était pas son choix au départ. Lui, il aurait préféré aller faire une croisière ou aller sur une plage, enfin, ou une maison avec des amis. Bon. Mais là, voilà, là c'est Lise qui, dans cette quête un peu de sortir des champs électromagnétiques, quoi. Enfin, parce que quand même, parfois, ça peut perturber quand on voit qu'on est tous en permanence traversés par les Wi-Fi de tout l'immeuble, quoi. C'est peut-être que dans 15 ans, on nous dira comme pour l'amiante. Après coup, on dit « Ah, mais il fallait pas se servir des portables. » Enfin, je sais pas, moi. Mais est-ce que pour écrire ce passage-là, vous-même, vous faites régulièrement l'expérience d'être dans des zones où votre portable ne passe pas? Oui, je fais l'expérience. Oui, chez mes parents, il n'y a pas de réseau. Enfin, il y a pas de... Et puis cette maison où je vais, il n'y a pas non plus de réseau. Donc, il n'y a pas de Wi-Fi, parce que la ligne de téléphone n'a pas été installée. C'est pas si simple que ça d'installer une ligne de téléphone. Enfin, on a oublié aujourd'hui. Mais moi, je réfléchissais à ça quand, chez ma grand-mère, ils avaient installé le téléphone. C'était tout un bazar, déjà. Et puis il y avait ceux qui étaient contre, ceux qui ne voulaient pas de ça. Enfin, bon, bref. Donc là, pour le coup, je sais ce que c'est que de ne pas avoir de prise, oui, pour se connecter. Et c'est vrai que ça reconditionne toute la vision du monde, finalement. Alors ça, c'est un peu un thème que vous aimez bien traiter, parce que vous l'aviez déjà abordé dans L'amour sans le faire. Cette idée qu'on se déconnecte et que ça change, finalement, le rapport qu'on a au monde. Alors, si vous êtes peut-être dans vos deux personnages, mais vous seriez plutôt Lise qui est heureuse d'être déconnectée, qui se dit qu'on a besoin de ça, parce qu'il faut qu'on revienne à soi, qu'on revienne à... Elle médite, il y a de très belles pages dans votre livre sur le silence, et le silence de la forêt, en fait, c'est un silence bruyant, si on peut s'autoriser l'oxymore, mais vous dites un silence assourdissant, tellement il y a de choses autour auxquelles elle reprend goût, elle reprend vie, elle peint. Ou est-ce que vous seriez plutôt du côté de Franck qui, en tous les cas, au départ, après il va y prendre plaisir, mais au départ, c'est quelqu'un qui est en train de vivre le pire moment. Il n'a pas, enfin passez-moi l'expression, mais presque il n'a pas sa dose, quoi. On a l'impression vraiment de quelqu'un qui est en sevrage brutal. Ah ben ça, il suffit de faire l'expérience. Enfin, éteignez votre portable 48 heures, vous allez voir, c'est pas si simple mais je sais, d'appeler quelqu'un. Parce que maintenant, il y a tout dedans, même les adresses, enfin, les numéros de téléphone, je ne les connais pas de tête. Enfin, oui. Et ça, on s'en rend compte quand ils tombent en panne. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je fais souvent tomber. Bon, voilà, et il n'y a plus rien. Quand cet ustensile devient une sorte de galet inerte, là, on perd tout. Enfin, on perd tout. On perd les clés du monde, quoi. On ne sait plus même appeler sa femme, son mari. Bon. Ça, et puis surtout, on n'est plus joignable pour les autres. Alors ça, c'est ce qui déclenche de l'autre côté une inquiétude, quoi. Quand quelqu'un n'est pas joignable pendant une demi-journée, c'est pas normal. Une demi-journée. Et moi, je me situe du côté des deux. Moi, je suis un peu... je suis autant lisse que Franck. Hein. Et de la même façon, je suis aussi... je peux être Franck dans la mesure où j'ai voulu faire des citadins qui découvrent cet environnement et qui ne connaissent pas les bruits. Et quand on est dans ce cadre-là, on ne sait pas ce que c'est. Si on ne sait pas ce que c'est que le bruit des sangliers qui raffûtent, qui font du raffut en bas, ça peut être affolant. Si on ne sait pas ce que c'est que le bruit des chevreuils qui aboient, parce qu'ils aboient en été, bon, le cerf, le brame du cerf, on l'a un peu entendu quand même, mais le chevreuil qui aboie, ça on ne sait pas nécessairement. Et à partir de là, on se dit qu'est-ce que c'est que ces êtres étranges qui gueulent comme des chiens, qui imitent des chiens, quoi. Enfin bon, donc. Et puis en même temps, je suis Lise.
parce que ça me fait du bien de me sentir déconnecté par moments. J'ai physiquement la sensation que je suis soulagé de toutes ces ondes, quoi. Donc je suis un peu tous mes personnages. C'est pour ça que l'avantage d'avoir pas trop de personnalité, c'est de pouvoir se glisser dans un peu de tout, quoi. Mais je dis ça d'une façon sincère, hein, parce que moi j'ai une famille qui est totalement en milieu rural, y compris pas très, enfin, de ce côté-là. Mais je vis en ville, donc pour eux, je suis un citadin. Et en même temps, une fois que j'y suis, je me réacclimate, quoi. Et pour les citadins, je ne suis pas complètement un citadin. Donc je suis un peu les deux. Et finalement, ce qui est comme une sorte d'indécision, ça devient une chance parce que ça me permet de savoir ce qui se passe. Quand un chevreuil aboie, je sais que c'est un chevreuil. Et puis, pour avoir certaines fois suivi l'un ou l'autre à la chasse, je sais ce que c'est que de passer une journée à la chasse et de lancer des chiens sur des sangliers, ce qui est quand même pas... Enfin bon. Et de la même façon que ce chien là que je connais, c'est un chien qui existe, que je connais bien. Bon, il y a toujours des éléments de réel que je rassemble et que je vais collecter comme ça parce que je fous mon nez partout, comme on dit. Voilà. Alors ça, on le sent très bien et vous avez une approche très fine justement de ces deux milieux très différents, même si Lise et Franck, on ne les voit jamais à la ville. Ils sont toujours dans leur gîte, là, perdus. Malgré tout, comme Franck, la ville, enfin la vie même lui manque, il descend dans le village en dessous pour trouver un café d'abord et puis trouver de la connexion. Et là, vous dépeignez quand même un choc assez vif entre quelqu'un, on peut penser qu'il est parisien, je pense que c'est là que se fait le cinéma, et puis cette campagne, et notamment le lien avec le boucher, parce qu'ils sont citadins et ils sont végétariens aussi, parce qu'il n'y a plus de nécessité de cruauté, de tuer l'animal, disent-ils. Et là, il y a, lors du marché, le boucher qui vient très fièrement vendre sa viande. Et il y a un lien qui va se faire finalement entre les deux. Alors, est-ce qu'on peut être végétarien à la campagne ou pas ? Je sais pas. Disons que Franck, il mange peu de viande pour faire comme sa femme finalement. Je sais pas. Mais en même temps, il y a un mouvement qui est quand même peut-être un peu citadin quand même. D'ailleurs, c'est remarquable dans les manifestations littéraires. Vous savez, il y a des salons du livre. Il y en a un, place de la Comédie, mais c'est au printemps, je crois. Ouais. La Comédie du livre. Et là, il y a parfois des sortes de buffets comme ça où vous invitez tous les auteurs. Bon, et à un moment, je vois de plus en plus, parce que des carottes. Et du poisson, qui est un peu le compromis. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec du poisson partout. Même en Auvergne, enfin bon, il y a un moment, il y en a marre du poisson, quoi. Et on sent bien que là, on est rattrapé par des contingences et des nouvelles, une nouveauté de la civilisation, de ne plus manger de viande. Donc. Et c'est toujours une négociation. Alors il y a ceux qui veulent manger que les légumes, il y a ceux qui ne veulent pas. Enfin bon, tout ça. Et il me semble, moi, que je le ressens moins quand je suis dans ma famille. Bon, voilà, mais je ne crois pas qu'il y en ait de végétariens. Enfin, non, ils ne sont pas végétariens du tout. Bon. Et dans les gens que je fréquente, pas vraiment non plus, puisque je vous disais, il y en a même qui sont chasseurs, donc ils ne sont pas. Le chasseur végétarien, ça viendra. On n'y est pas encore, mais à coup sûr, ça viendra. Bon, et tout ça, alors moi je m'en amuse, mais c'est aussi quand même quelque chose que j'observe même sur moi. Au mois d'août, je vais voir un tel je le suis mécaniquement, on parle comme ça, je ne me rends pas compte. Il va vers le clapier, il prend un lapin, il lui fout un coup sur la tête et après il l'est plus. Enfin, il lui enlève le pyjama, comme disait ma grand-mère. C'est une attitude et un geste qui me semblait naturel quand j'étais môme, parce que je voyais ma grand-mère le faire, puis moi-même. Enfin bon, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je serais incapable d'aller prendre un lapin et de lui foutre un coup sur la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans ou 35 ans? C'est quand même étrange, ça. Et il y a et ça, c'est quand même... C'est récent. Enfin, c'est récent. C'est 10-15 ans. Tout le mouvement
antispécistes, etc. Et je trouve que votre livre est un bel écho à cette réflexion-là, sans que vous donniez plus de chemin ou de jugement, en tous les cas, si savoir si c'est bien ou pas. Parce que donc, votre livre s'appelle Chien-loup, et le chien va être justement le lien à l'animal. Alors là, ce n'est pas un animal qu'on tue, ce n'est pas un animal qu'on mange, mais malgré tout, il va être le lien avec cette nature, à la fois sauvage et effrayante, et à la fois rassurante et qui construit. Ah bah, le chien-loup, c'est le personnage principal. D'ailleurs, je l'ai appelé chien-loup pour ça, parce que c'est lui qui va prendre Lise et Franck d'une certaine façon, ce sera une sorte de guide, quoi, y compris dans ces décors vers lesquels ils n'osaient pas trop aller. Enfin bon, ils vont le suivre, quoi. C'est un chien libre. C'est pas vraiment un chien errant, mais c'est un chien libre, quoi. Et le chien errant, c'est encore autre chose. Mais je suis parti d'un cas concret. Enfin, ce chien, je le connais, pour tout dire. Donc, et c'est vrai que quand on est dans des territoires comme ça, où il n'y a pas vraiment de route, il n'y a pas de clôture, bon, de fait, les chiens, enfin le peu de chiens qui y sont, se retrouvent libres de leur mouvement. Et ça, c'est une disposition qui n'est pas si courante, même pour des chiens. Enfin, je veux dire, alors on ne parle pas des chiens citadins qui sont dans des appartements, mais même ceux qui ont des chiens à la campagne, bien souvent, ils sont soit attachés, soit dans un périmètre, quoi. Et lui, il est libre, un peu comme le sont tous les animaux autour de lui. Et ça, c'est possible aussi dans ce territoire-là, qui est le Lot, du côté le Causse au sens large, mais enfin, c'est le Quercy, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à proprement parler, de terre cultivée. C'est dans la vallée qu'il y a des cultures. Mais là-haut, voilà, il y a des milliers d'hectares comme ça. Il y a même un camp militaire à Kélus, donc, où, il paraît-il, on chasse beaucoup. Enfin, tous les sangliers se réfugient là-bas parce que les chasseurs ne peuvent pas y aller et les militaires ne leur tirent pas dessus. Enfin bon, tout ça, c'est une sphère que je me représente un peu comme sauvage et qu'il l'est quand même. Et se confronter à cet univers sauvage, voilà, c'est pas la peine d'aller à Koh-Lanta ou à Pékin Express parce que j'ai vu un épisode de Pékin Express par distraction. Je voyais des gens dans des décors magnifiques, mais ils étaient juste en train de regarder leur montre parce qu'ils étaient en retard. Ils trouvent une voiture pour aller là ou là, alors que il y avait des décors magnifiques autour. Mais ils regardaient pas. Enfin bon, c'est quand même dingue ça. Alors vous avez une vision qui est très intéressante de la nature, parce que du coup, vous n'êtes pas que dans quelque chose de bucolique ou qui serait peut-être un peu mièvre, un peu, on pourrait dire, pour dire rapidement, un peu Douanier-Rousseau, très, disons, beaucoup d'arbres, beaucoup de lianes. Enfin, c'est une nature absolument luxuriante, mais vous n'oubliez jamais que derrière ça, il y a la sauvagerie. La sauvagerie, elle est violente. C'est pas une nature qui est simplement dans la douceur. Et elle peut se rebeller aussi. Elle peut faire peur. Ah oui, elle fait peur. Surtout quand on la décode pas. Mais pour le reste, après, voilà, ce chien va un peu aussi les initier à ça, en chassant lui-même, pour lui-même et après pour eux, quoi. Alors comment on apprivoise sa peur quand on est dans la forêt? La peur, justement, le chien, c'est un bon exemple de cette maison. Quand je m'y retrouve et que je suis seul, moi, c'est vrai que parfois, surtout l'été, parce que l'été, on laisse ouvert tout. Quand il y a un bruit un peu bizarre, on peut surinterpréter. Et on peut se mettre à s'imaginer des choses. Tiens, il y a quelqu'un, mais pourquoi il y aurait quelqu'un, franchement? Mais ça devient plus fort que soi. Par contre, quand le chien est là, il y a une délégation de la présence. D'ailleurs, s'il y a un bruit et que le chien est là, je vais regarder le chien et je vais voir s'il lève la tête. Et lui, il a tout un code comme ça, de communication, en fait, qui est tacite, quoi. Parfois, le chien peut se lever. Là, je me tiens. Parfois, il peut s'avancer, se mettre à aboyer. Qui, je ne sais pas. Et parfois, il se met à détaler. Enfin bon, toujours est-il, c'est lui qui me rassure, quoi. Et je comprends, à partir de ce genre d'expérience, le besoin qu'on peut avoir d'avoir un animal. Pas uniquement à la campagne, d'ailleurs, mais c'est quand même une sorte de vigilance. C'est moins vrai du chat, mais bon, le chat est plus égoïste et plus égocentré, quoi. Mais le chien, il y a quand même toujours un moment, c'est rassurant aussi pour ça, parce que
Sans parler des chiens de défense ou des chiens de garde. Moi, parce que là, j'en connais à Paris qui ont pris un chien un peu démesuré pour garder leur café. Ils en ont peur d'une façon permanente de leur chien. Donc là, c'est bien. C'est-à-dire que là, ils ont inversé. Ça m'amuse, parce que je trouve ça tellement bête. Mais enfin, ils sont obligés de lui mettre une muselière en permanence. Enfin bon, il y a quand même... Le chien, c'est aussi un peu ambigu. Moi, quand j'étais môme, on s'est fait attaquer 2 fois par des chiens. Ça peut être violent. Et puis, c'est violent intrinsèquement quand même, un chien, quand je les vois passer, parce qu'ils chassent, qu'ils passent sur le terrain sans même me jeter un œil. Je parle des chasseurs, pas des chiens. Enfin les chiens aussi, d'ailleurs. Mais ils sont quand même là à l'affût pour essayer de choper une bête. Et ils veulent la choper, quoi. Et la violence, elle est jamais très loin. Et même ce chien-là, moi, une fois, j'ai lancé ce chien sur les chiens des chasseurs. Il est allé au quart de tour. Enfin bon, ça a fait un scandale dans le canton pendant 2 ans. Bon, mais c'est quand même cette sauvagerie, elle est là. Et puis même chez les chats, quand je salue un tel ou un tel et que le chat est là sur le coin du salon, et le soir, on le retrouve quand on va vider les poubelles dans la vallée, là, au conteneur, il y a des chats qui sont là, c'est le même. Ils sont là pour chasser, alors qu'ils ont mangé déjà, mais ils me disent dégage, quoi. Enfin, t'as rien à foutre là. Donc, les animaux eux-mêmes, par moment. Même des chats, moi j'en ai eu beaucoup, et parfois on joue avec le chat, tout va bien, et puis parfois il se met à griffer, on ne sait pas pourquoi. Et là on se dit, ça peut vraiment faire très mal, un chat. Oui. Alors du coup, cette sauvagerie, vous la faites sonner en écho avec 100 ans auparavant, ce qui se passe en 1914, au même endroit. Donc vous nous dites le personnage principal, c'est le chien. Moi, j'ai trouvé aussi que le personnage principal, d'une certaine manière, c'était aussi le lieu, cette maison qui traverse l'époque et qui vit des choses un peu semblables. Est-ce que vous croyez à l'âme d'un lieu ? Moi, j'y crois. Enfin, elle est nécessairement là, l'âme d'un lieu. Enfin, il y a des décors comme ça, des maisons, même une chambre d'hôtel. Il y a un moment où on s'en sent bien ou pas, quoi. Et ça, c'est quelque chose de pas décidable. Enfin, c'est comme avec les êtres. Il y a un moment où on sent une complicité ou pas. Cette maison, elle leur plaît bien finalement. Enfin, c'est même un coup de foudre, on pourrait dire, a posteriori. Déjà, ça, c'est déjà pas mal. C'est pour ça qu'ils y restent, sinon ils seraient... Après, il y a toujours la question, dans une maison comme ça, à la campagne, de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'y passait qui vivait là avant, quoi. Et puis, une maison qui était fin du 19e. Donc ça, cette question-là, elle rattrape surtout Lise, parce qu'elle essaie de déchiffrer un peu. Surtout que c'est une maison qui est vraiment, on pourrait dire, intacte, c'est-à-dire elle est raccordée à l'eau quand même, enfin bon, l'électricité, mais il n'y a pas le téléphone. Et puis on sent bien que elle n'a pas beaucoup, il n'y a pas eu de grands travaux, quoi. Et moi, je m'amuse, je m'amuse. Oui, je m'amuse à ça, à faire vivre cette histoire un siècle avant, en 14, quand un dompteur y arrive avec ses fauves. Et ce dompteur, il a réellement existé ? Le dompteur, il existait, mais plus tard, parce que je l'ai connu, moi. Wolfgang Holzmeier, qui était... Le dompteur, c'est pareil, c'est comme la viande, il faut plus trop en parler. Enfin, moi, il y a un juré d'un prix littéraire prestigieux qui m'a dit que c'était pas bien d'écrire un livre sur un dompteur, de le mettre en avant, un dompteur. Ça, c'est pareil. Enfin, il y a 20 ans, j'avais pas ce regard-là, moi, sur un dompteur. Je suis même allé voir des spectacles de Lyon il n'y a pas si longtemps que ça, de dresse de dompteurs. Et c'est vrai qu'à posteriori, je me dis, en fait, c'est pas bien, mais bon, j'ai envie d'aller le voir quand même, j'irai, quoi. Bon. Et là, je voulais parler d'un dompteur, je parle d'un dompteur, parce que ce monsieur était, dans les années 50, le plus grand dompteur de tous les temps. Il était chez Barnum aux États-Unis, et il a pris sa retraite... il a rencontré une lotoise, voilà, c'est le hasard. Et il était dans une maison sur une hauteur comme ça. Et lui-même faisait un peu peur. Enfin, c'était un personnage un peu impressionnant et qui faisait rien pour être rassurant. Et qui a passé sa vie quand même avec des lions, à tutoyer des lions. C'est quand même une expérience
pas banal, et ça, il m'en parlait, enfin, il me racontait des choses quoi, sur ce rapport, vivre avec des lions, c'est une expérience en soi, surtout que c'était un bonhomme intelligent. Enfin, et à la lumière de ce qu'il me disait, mentalement, je prenais des notes, j'en ai même pris physiquement. Enfin, il y a 20 ans de ça, et sans savoir que je m'en servirais vraiment un jour pour un roman. Ouais. Alors du coup, vous l'installez dans cette maison avec ses 8 fauves. Donc il est déserteur en fait, puisqu'il est allemand dans votre histoire. Le maire a de l'affection pour lui, ou disons le protège et lui permet donc de se caché là-haut avec ces 8 fauves qu'on entend rugir en bas dans le village. Donc évidemment, ça fait peur quand même à tout le monde. Et en bas, le village s'organise différemment parce que vous nous rappelez très bien, et le livre s'ouvre là-dessus, que le 1er août 1914, la guerre s'est déclarée, mobilisation générale, les hommes s'en vont et les femmes restent, et il leur reste les récoltes à faire. Et je sais que, pour vous avoir entendu à la radio le dire il n'y a pas très longtemps, que vous trouvez que dans toutes ces commémorations du centenaire de cette grande guerre, les femmes ne sont pas assez mises à l'honneur dans ce qu'elles ont pu faire aussi, elles, d'une certaine manière, comme effort de guerre. Alors moi, je voulais vous remercier en tant que femme aussi, parce que je trouve que du coup, c'est un livre un peu féministe, je ne sais pas si c'est le terme, en tous les cas, de montrer que oui, les femmes étaient là et qu'elles ont... elles ont moissonné, elles ont semé, elles ont sarclé. Et en plus, parlons encore des animaux. Les animaux aussi ont été réquisitionnés. Alors pour ma part, c'est quelque chose que je savais très peu. C'est pas du tout comme ça qu'on nous enseigne la guerre à l'école, en tous les cas. Et du coup, il n'y avait plus de chevaux, il n'y avait plus de bœufs dans les villages. Et donc, c'est les femmes. Et vous racontez une scène incroyable où, en fait, elles vont mettre la charrue quasiment sur elles. Oui, mais ça, c'est... Enfin, on le sait, après, c'est vrai que c'est pas là-dessus qu'on porte le projecteur. Et ça, c'est quand même un peu étonnant, pas naturel, dans la mesure où le front, ça concernait évidemment tout le pays en entier. Mais enfin, cette zone de front, c'était 1,5% du territoire. Et pour le reste, alors le Lot, je le prends parce que je le connais et que c'est loin du front, pour le coup. Et cette guerre, elle était à plus de 800 km. Ce qui déjà, à l'époque, enfin, quoique Cahors, Paris, il fallait 8 heures en 14. Aujourd'hui, il faut 6. Hein. C'est pas, non, il n'y a pas le TGV là-bas. Non. Mais il n'empêche que la France était quand même très très loin du bruit des canons. Quoi. Et pourtant, la guerre était là parce que les hommes étaient partis. Et là-dedans, il y a plein de choses qui résonnent par rapport à ce que je pouvais... Mes grands-mères me parlaient de leur guerre, alors la deuxième, mais je l'écoutais sans m'en rendre compte finalement, ce que c'est que d'accompagner son mari à la gare et de ne pas savoir si on va le revoir. Là, pour le coup, quand on le met aux lumières, au fait de ne pas être joignable pendant 24 heures, c'est autre chose. Là, hein. C'est-à-dire qu'on le sait parti vers le front, vers la mort, sans savoir si on le reverra. Ça, c'est quand même fou à se représenter. Et puis le fait de laisser comme ça les fermes, les moissons, alors on est début août, là, les moissons ne sont pas finies, il faudra faire les vendanges après, et après il faudra semer de nouvelles récoltes. Enfin, et ça, les hommes ne sont plus là pour le faire, c'était leur métier quand même. Hein, donc alors que les femmes étaient déjà largement occupées. Et donc elles ont endossé les deux rôles. Et moi je voulais faire une partie, un chapitre sur 2, qui est en 14, donc, où on voit ce village. Parce que je l'ai recréé, ça, et à partir d'informations que j'ai trouvées en me documentant, mais j'ai pas tout mis, parce que le cirque qu'il y avait dans le Lot-et-Garonne, il y a des photos là, des paysans qui ont pris des éléphants pour tirer les charrues, etc. Donc il y a un moment, tout ça, parce qu'on prenait les bœufs, alors les bœufs, évidemment, ça servait à tirer la charrue, mais une fois là-haut, on les faisait tirer des pièces d'artillerie, y compris les chiens. On a vidé les fourrières pour les monter vers le front et en faire des chiens ambulanciers, des chiens qui... Ça, on trouve facilement des photos, des chiens qui tirent des mitrailleuses, enfin des tas de choses comme ça. Jusqu'au ver luisant qu'on mettait dans un bocal pour faire de la lumière dans les tranchées pour écrire le soir. Enfin bon, c'est-à-dire que c'est tout le monde animal. Et moi, j'essaie de me représenter... y compris ces chiens qui ont vu leur maître partir un jour, on ne sait pas où,
et qui surtout ne les voient jamais revenir. Et ça, connaissant un peu les chiens, je pense que ça devait quand même être très problématique. Parce qu'à l'époque, les chiens ne rentraient pas dans les maisons. Donc, regarder à l'intérieur, où est-ce qu'elles se mettent, en même temps, on ne le sent pas. Enfin bon, ça a concerné pas uniquement les poilus qui se battaient là-haut, mais tout le monde, sur tout le reste du territoire. Et ça, c'est pas ce dont on parle le plus. Et symboliquement, c'est quand même... moi, ça me heurte dans la mesure où ce qui se passe, c'est que les hommes basculent tous du côté du combat et de la mort, et les femmes sont réquisitionnées du côté de la vie. Et c'est elles qui ont maintenu le monde là à portée de bras, en tout cas les terres et les villages et les familles, quoi. Bon. Et on sait que tout va changer une fois que la guerre sera finie. Quand même, ça va être le début quand même d'une ouverture aussi pour les femmes sur un autre mode de vie, sur autre chose. Alors il y a un passage qui m'a beaucoup questionné dans votre livre, c'est qu'il y a un moment, elles ont presque mauvaise conscience de se rendre compte qu'elles peuvent faire les choses sans les hommes. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez lu dans un document ou c'est quelque chose du romancier? Oui, c'est aussi en me documentant, parce que ça c'est pas... De la même façon, ça ne s'est pas toujours très bien passé quand les hommes sont revenus, qui étaient en même temps, pour certains cas en tout cas, un peu amer de voir que... les femmes pouvaient faire aussi bien qu'eux. Oui, que le monde continuait de tourner. Ça. Bon, ça a été parfois compliqué, quoi. Oui, et puis ceux qui ont... Ça, on le retrouve dans des lettres, qui ont fait des reproches, parce que bon, le blé qui était planté, c'est pas là qu'il fallait le planter, il fallait le semer là-bas. Enfin bon, bref. C'était pas idéal non plus comme réconciliation, quoi. Alors justement, comme vous dites que vous avez consulté une documentation, si vous acceptez qu'on rentre un instant dans le bureau de l'écrivain, quand vous écrivez un livre comme ça, donc à deux voix, je précise pour les lecteurs, donc vous l'avez dit, il y a un chapitre août 14, et puis on va jusqu'en mai 15, et puis autrement on est en 2017, en août aussi. Est-ce que vous avez écrit les deux parties séparées? Est-ce que vous écriviez, comme on le lit, un chapitre après l'autre? Parce qu'il y a des résonances ténues et subtiles entre août 14 et août 2017. C'est-à-dire que le lecteur se dit, tiens, ça résonne, en fait, à la fois on est au même endroit, mais il y a aussi des histoires communes, il y a des choses qui se passent comme ça. Comment vous avez fait pour passer d'une année, enfin, d'un moment à l'autre à 100 ans de distance? Ça a été tout un... Bon, l'image que, de façon rétrospective que j'en ai, je me vois, moi, en maillot de corps, au milieu d'une mine de textes et de pages, à essayer de remettre tout ça en ordre. Enfin, c'est... Je crois qu'il y a des romans plus faciles à faire que d'autres, peut-être. Et par moments, je me projetais... En tout cas, je rêvais de faire un roman à deux personnages qui restent enfermés à la maison, quoi, où j'ai en tête Le Solitaire de Ionesco. Il y a des romans comme ça qui sont à un personnage et qui bougent pas vraiment, quoi. Là, être sur deux époques, c'est pas simple parce que déjà, c'est pas le même vocabulaire nécessairement. Il ne va pas être question de spot ou de micro ou de je sais pas quoi. Enfin bon, et puis en même temps, il faut retrouver les mots et les usages et la façon dont on allume la lumière. Sachant qu'à un moment, il n'y a même plus de pétrole pour les lampes. Enfin bon, tout ça. Donc il faut le recréer. Quand j'écris, moi, c'est comme un comédien qui incarne un personnage. C'est-à-dire, je me fonds dans cette époque et j'ai le sentiment d'être en 14. Quoi. Et en même temps, il fallait en sortir au bout de 10 pages pour revenir parce que j'ai écrit un chapitre l'un après l'autre. Vous avez écrit comme ça, un chapitre l'un après l'autre. Oui, parce que ça permettait de sortir de l'effort de recréer 14 et de retrouver cette situation-là aujourd'hui avec Franck et Lise. En même temps, il y avait cette intrigue amenée avec ce chien. Donc, à chaque fois, j'ai retourné dans l'autre époque pour retrouver une respiration, une énergie neuve, enfin un appétit neuf, quoi. Parce que moi, j'aime bien écrire le roman, les découvrir au fur et à mesure que je les écris. Il n'y a pas de plan. Ah non, ça va. De toute façon, moi, je suis tellement bordélique que si je faisais un plan, je le perdrais. J'ai une aptitude à perdre les choses, oui, ça c'est quand même.
Non, il n'y a pas de plan. Et puis, il faut miser aussi sur le hasard. Enfin, sur la chance, un peu. Un roman, ça se fait aussi un peu avec le hasard, oui. Ce chien, voilà, moi, je ne l'avais pas prévu vraiment. Ce chien, il est arrivé il y a 4 ans dans cette maison. J'en ai fait un personnage à part entière pour la partie contemporaine. Et c'est pour ça que c'est important d'être attentif à ce qui nous arrive quand on écrit et de ne pas être complètement dans la bulle. Ça permet d'être oui, à nous régénéré par des choses, y compris qu'on peut lire, enfin, je sais pas. Donc c'est quelque chose de palpitant et vivant, un roman quand c'est en train de se faire, quoi. Alors ça, je confirme que c'est vraiment quelque chose qu'on sent quand on vous lit, au moment où on comprend que ça y est, Franck va être sauvé. Parce que quand même, Franck, il arrive à un moment de sa vie où tout ne va pas quand même très bien pour lui. Sans tout dévoiler, il est quand même dans une crise professionnelle, il vient d'essuyer quelques échecs de films qu'il a produits, et surtout, il y a 2 personnages dont nous n'avons pas encore parlé, c'est les 2 jeunes, on ose dire des loups, des jeunes loups, et qui ont bien envie quand même, non pas de le pousser dehors, c'est pire que ça, mais c'est carrément de quoi lui sucer le sang, l'excroquer, se servir sur la bête, faire de l'argent sur lui de la pire des façons. Et lui, quand même, il n'est pas du tout en position de force. Et quand il arrive là à Mondorsières, il est quand même là-dedans, il sent qu'il a été mis à mal, il sent qu'il n'arrive pas à se défendre, il s'en veut à chaque fois de ne pas être capable de leur répondre. Il rencontre ce chien qui va le guider dans le monde sauvage, et peu à peu, peut-être en se reconnectant avec la part sauvage qui est en lui, il va trouver un chemin vers ces 2 jeunes. Et là, je confirme que c'est vraiment palpitant. On sent que vous avez eu, qu'il y a du plaisir, et qu'il y a même de votre part une espèce de découverte, comme si ce personnage-là, on ne l'attendait pas à cet endroit. Disons que ça me permet de prendre Bon, c'est des jeunes producteurs, comme j'en peux en croiser, et qui ont, eux, avant tout envie de travailler avec Netflix et de faire des séries, des choses comme ça. C'est-à-dire, bon, les séries, il y en a de plus en plus, mais parfois, moi, j'ai entendu certains producteurs de séries parler de... Alors, ils sont passionnés par ce qu'ils font, mais enfin, ils parlent de contenu, par exemple. Ils ne parlent pas d'un film, ils parlent de contenu. C'est des mots qui échappent quand même. C'est-à-dire qu'il s'agit de remplir les tuyaux, parce que les tuyaux sont là, et donc il faut faire de l'image pour mettre dans ces tuyaux. Netflix, moi, alors je grossis le trait, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Hein. De la même façon que Netflix, quand on m'en parlait, on ne savait jamais me donner un nom. Un tel ou un tel. Des gens, c'était toujours des gens de chez Netflix. Il faudrait qu'on parle à des gens de chez Netflix, il faudrait qu'on discute. Et alors, quand on veut voir des gens de chez Netflix, il n'y a pas d'adresse. On ne sait pas où ils sont. En France, il n'y a pas d'adresse. Il y en avait une au Luxembourg, mais c'était une boîte postale, et maintenant ils sont aux Pays-Bas, on ne sait pas bien. Enfin, c'est un peu comme les loups, quoi, quand je suis à la campagne et que mon beau-frère me dit qu'il y a des lynx. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, lui, il connaît quand même bien ça, parce qu'il est agriculteur. Mais il paraît qu'il y a des lynx, et là, j'entends le discours de mon producteur. Ils sont par là, ils viennent de l'Est. Ça, c'est quand même étonnant. Et d'ailleurs, on parle de jeunes loups, et on parle de requins, d'ailleurs. Enfin bon, il y a un moment où les 2 se recoupent, quoi. Et voilà, un roman, ça se fait aussi de ça. Entendre à 15 jours d'intervalle, un producteur parisien me dire, les gens de Netflix seraient partis du Luxembourg pour aller aux Pays-Bas. Et puis l'autre qui me dit, il y a des lynx qui viennent des Vosges. Mais on ne les a pas vus. Dans les 2 cas, c'est ça. Ils sont là, ils sont méchants, mais on ne les a pas encore vus. Donc, ils vont arriver. Bon. Donc les 2 gars de chez Netflix, Franck va se décider finalement à leur proposer de venir 24 heures, là, et c'est là que ça va. Là, c'est quand même une histoire de vengeance. Oui, là, il va prendre sa revanche, on va dire. Parce qu'il se libère en se vengeant. Non, il s'est remis à manger de la viande, donc il retrouve Quand je faisais du sport, on nous faisait manger du tartare, du steak tartare, mais de cheval. Pas... Voilà, ça aussi, je pourrais plus manger du cheval, quoi. Et c'est vrai qu'au niveau des globules rouges, ça nous décuplait, quoi. On était tous en polyglobulie, parce que
c'est saignant, quoi. Et bon, et c'est vrai que ça galvanise. Bon. Et lui, à partir de là, va retrouver une forme de, peut-être communiquer aussi par ce chien, une forme de sauvagerie, à se dire, je vais leur régler, enfin, je vais m'en arranger de ces deux types-là. Et après, bon, je sais pas, je peux pas tout dire non plus. Enfin, je veux dire, si c'est un suspense, j'allais dire c'est pas un suspense, mais si c'est un suspense en fait. Dans la partie contemporaine sur qu'est-ce qu'il va faire avec ses deux associés, comment il va s'en sortir. Et puis sur la partie historique, c'est plutôt Joséphine qui est la femme du médecin qui, elle, à l'époque déjà ne mange pas de viande, mais c'est pour avoir la peau blanche, enfin, le teint blanc, quoi. Bon. Ce qui fait que ça se recoupe avec Lise. Bon. Et là, ce qu'on suit, c'est un peu la façon dont le dompteur et elle vont s'approcher. Et qu'est-ce qu'il adviendra de ce dompteur, sachant qu'il devient de plus en plus problématique. Parce qu'un lion, on le sait, on le comprend vite, ça mange 5 à 10 kilos de viande par jour. Il en a 8 des lions, donc comment il fait pour les nourrir? Et là, ça devient... Là, on commence à avoir peur pour soi. C'est sûr. Alors, je vous pose une dernière question et puis je passerai le micro à la salle. À travers vos autres romans, on retrouve les mêmes prénoms. Il y a déjà un Franck. Et je voulais savoir si c'était le même Franck ou si vous aimez reprendre des prénoms comme ça parce qu'ils vous sont particulièrement chers ou s'il y a une symbolique quelconque. Ouais. Il y avait Franck et Louise et là, c'est Franck et Lise. Ah oui, c'est vrai, dans L'amour sans le faire, oui. Ben, non, c'est parce que je ne connais pas de Franck, je pense. Donc c'est au hasard comme ça. Il y a pas de, enfin, je veux dire, c'est pas le même personnage qu'on retrouve sous un autre visage ou. Alors c'est un peu parce que Franck, ça ressemble un peu à Serge. C'est une syllabe. Oui, c'est vrai. Et que c'est un prénom qui n'est pas Serge. C'est pas si facile à dire. Si on le dit trop lentement, ça devient langoureux. Si on le dit sèchement, ça devient, pour le coup, péremptoire. Serge. D'ailleurs, je l'entends souvent comme ça, moi, Serge. Oui, c'est l'injonction, c'est de l'impératif. Donc ça se ressemble un peu, Franck. Et puis, il y a vraiment, que je connais, dans mes proches en tout cas, je ne crois pas connaître de Franck et de Louise, parce qu'après, on est perturbé. Enfin, moi, en tout cas, quand je mets le nom quand je prête à un personnage le nom de quelqu'un qui m'est proche ou que je connais, ça va perturber déjà en me disant tiens, il va penser que c'est lui ou je sais pas quoi. Et puis surtout, on a tous une image de ce qu'est Isabelle, Romain, Hervé. Je vois tous pareil les Hervé, moi. Mais c'est pas vrai. Hein. C'est quand même quelque chose. Un prénom, on en a tous un. Ça, c'est quand même là-dessus, sur ce point-là, on est au moins à égalité. C'est vraiment. Et donc vous, c'est Franck. Oui, et en même temps, ça marque. C'est donner beaucoup d'un personnage quand on dit son prénom. Peut-être que ça peut qualifier une époque déjà. Si c'est Kevin, je sais que ça va pas être quelqu'un qui est né en 40. Enfin, ça oriente déjà, ça a un peu cette valeur-là, un peu comme on le fait pour les chiens d'ailleurs, de commencer par un B. Enfin bon, nous, on fait un peu pareil. Ça marque des classes d'âge. Et puis on a une représentation après des Nathalie ou des, je sais pas, ça c'est subjectif, mais là-dedans il y a beaucoup de, enfin un roman c'est 90% de réel lié par 10% de subjectivité qui est la mienne et celle du lecteur après. Ah, très bien, merci de m'avoir éclairé sur ce point. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur Chien-loup de Serge Joncour ou bien sur d'autres de ces romans que vous auriez pu lire? Et je rappelle aussi que vous avez travaillé pour le cinéma puisque vous avez écrit, elle s'appelait Sarah, d'après le roman de Tatiana de René. J'ai écrit le scénario avec Gilles Paquet-Brenner, réalisateur. Que peut-être certains ont vu dans la salle. Alors, des questions pour Serge Joncour? Et puis, il y a d'autres romans. Enfin, il y a des romans qui ont été
Adapté, mais il y a UV qui a été... Alors, adapté, oui. D'abord par Chabrol et finalement par Gilles Paquet-Brenner, avec Laura Smet, mais bon... C'est un bon film, hein. Enfin, bon, il n'a pas eu un succès. Et après, il y a eu L'Idole. C'est un roman d'un homme qui est célèbre, il ne sait pas pourquoi, donc, qui a été adapté par Xavier Giannoli, qui est devenu superstar. Avec Cécile de France et Cadmerade. Enfin, et là, c'est des... Enfin, le roman était humoristique et le film est un film noir, thriller. Donc, à partir de la même histoire, on peut avoir un parti pris différent. Ça, c'est assez... Et puis il y a L'amour sans le fer qui a donc été tourné cet été. Et puis il y a d'autres en projet, mais voilà, c'est un film, ça peut mettre des années à se faire. Il y aura une série sur Netflix aussi? Non, non, il n'y aura pas de série sur Netflix, non. Alors, avez-vous des questions? Alors moi, j'en ai une que je ne vous ai pas posée. C'est dans votre livre, vous parlez beaucoup de la non-parentalité, les deux couples qu'on voit, le dompteur et Joséphine, et puis Franck et Lise, n'ont pas d'enfants. Et c'est une question que vous abordez sur savoir si, quand on n'a pas d'enfants, enfin c'est une question que Franck se prend un petit peu de face, parce qu'en fait, du coup, les deux loups, eux, en revanche, ils ont des enfants, et lui font bien sentir que c'est pas normal et que, de toute façon, il est une tare s'il n'a pas d'enfants. Je voulais savoir si ça avait aussi résonné avec 1914, où on sait, moi je me rappelle avoir étudié à l'école les courbes des âges, où il y avait un trou comme ça, parce qu'en fait, il n'y avait plus d'hommes. Et ça m'avait beaucoup questionné. Je vais avoir, je sais pas, 13 ans quand je découvre ça, et je me dis, ah bon, alors du coup, il n'y a plus d'enfants. Alors qu'est-ce que c'est ce courant comme ça qui parcourt le livre, de ce questionnement sur on est un couple, on n'a pas d'enfants? Oui, c'était aussi une façon de le... Parce que c'est des associés qui considèrent qu'il ne peut pas comprendre ce que le nouveau marché du cinéma, dans la mesure où il n'a pas d'enfants. C'est absurde. Non, parce qu'il n'a pas d'enfants qui ont acheté une tablette, et qui ont... Enfin bon, voilà, puis c'est un argument. De toute façon, ce que je voulais montrer, c'était la phrase blessante. Ça aurait pu être autre chose, mais il y a toujours un moment. On peut réagir contre quelqu'un sur une petite phrase. Enfin, ça, c'est un truisme, mais bon, le tout, c'est de trouver laquelle, quoi. Et là, il me fallait une petite phrase suffisamment acide, qui résonne pour le mobiliser et pour le galvaniser, on va dire, quoi. Après, c'est aussi, voilà, c'est une question, qu'est-ce que le monde, quand on n'a pas d'enfant derrière, parce que, sachant que d'ailleurs, quand on est un peu préoccupé, là, très provisoirement, par le sort de la planète, hein. Ça ne durera pas longtemps, mais c'est toujours la phrase qui revient, c'est quel monde on va laisser à nos enfants. Mais il n'y a pas que nos enfants, enfin, il y a déjà, il y a tous ces animaux, là, et puis il y a les autres humains. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être que concerné par le sort de ces enfants. C'est pas très généreux, finalement. Enfin, bon, voilà, tout ça, c'est... Mais ça me permet surtout de remobiliser Franck, donc, et de lui donner la niaque. Voilà. Est-ce que vous voulez nous lire, du coup, un petit passage, ou est-ce que c'est trop tard ou... Je peux le faire, mais enfin, ça serait gâché. Hein, mais... je dis pas très bien. Enfin, non pas que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? Vous me l'avez dit, mais oui. J'ai oublié. C'était à la page 345. Alors, je sais pas, voilà. C'était un moment assez crucial de rencontre entre donc Franck et le chien. Là, le moment où du coup pour être en communion avec le chien, enfin moi c'est comme ça que j'ai compris, il se remet à manger de la viande. Ah bon? La tranche de jambe. Là, tout ce qu'il voulait, c'était de faire une sieste. Vous êtes sûr? Sous le grand chêne. Reprendre contact avec cette nature qui l'environnait, se fondre en elle, puis après ça, faire une longue balade du côté des ravines, retourner vers les cages. Son téléphone portable, il ne savait même plus où il l'avait laissé. Dans son pantalon, sans doute, ou dans la voiture. Tout ce qui lui importait, c'était de ne pas penser, et surtout pas à ces deux enfoirés, ces embrouilleurs qu'il rabattait comme des lions se coalisent pour attiser les gnous. Rien que de se rappeler le coup de fil de ce matin, ça le rendait fou.
Pendant ce temps-là, le chien continuait à le fixer. Lui revint l'image des loups s'entre-dévorant sur le cadavre de leur proie. Il caressa Alpha, qui répondit d'un mouvement de tête approbateur. Son poil était dru, mais doux. De nouveau, il eut clairement l'intuition du pacte qu'il devrait nouer avec ce chien, ce Cerbère à la dévotion totale dont il était certain qu'il obtiendrait tout. Encore fallait-il qu'ils pactisent tous les deux, qu'ils scellent le serment. Franck attrapa une nouvelle tranche de jambon qu'il promena au-dessus de la gueule du chien. Là encore, l'animal l'attrapa d'un mouvement sec, peut-être un peu moins nerveux que la première fois, comme s'il consentait à l'autorité du maître. Franck le regarda mastiquer avec délectation. Puis il prit une nouvelle tranche, mais cette fois il l'approcha de sa bouche à lui et la goba. Cette tranche, il l'enfourna et la mâcha longuement. Il s'en délecta, puisant tout le sucre de cette texture grasse et salée, de ces arômes sauvages et puissants. Ce sel qui faisait monter la salive, c'était bon. Il guettait la réaction du chien, mais ne décela aucune animosité dans son regard. Au contraire, le chien s'approcha de lui et posa sa tête sur sa cuisse, comme pour exprimer une communion. Franck flatta le cou puissant de la bête. La confiance s'était installée. Et là, d'un coup, sans réelle explication, il n'eut plus de mal à repenser à Liam et à Travis, ses deux associés. Là, d'un coup, il se sentit moins seul face à eux, mieux armé. À partir de ce moment, il se connaissait un allié. Il ne restait plus qu'à amener ces deux salauds sur ce terrain dont il n'avait même pas idée. Enfin bon, voilà, je peux pas. En fait, je suis en train de dévoiler le suspense. Ouais, merci à vous. Sergent Court, merci. Et donc on conseille donc Chien Loup chez Flammarion. Merci à vous.